pour former, il faut forcément avoir le titre de maître artisan. Et les conditions qui sont prévues pour ça, c'est notamment la question de 10 ans d'expérience. Donc, avant de prendre normalement un apprenti, tu dois avoir 10 ans d'expérience. Comment définirez-vous la formation professionnelle de la formation classique? Quand on parle de formation professionnelle, il faut savoir que c'est apprendre le métier. C'est en termes de compétences techniques. Aujourd'hui, nous avons un dispositif que nous appelons la formation par alternance qui permet déjà de s'appuyer même sur les entreprises qui n'ont pas le choix puisqu'ils doivent satisfaire les clientèles, disposent des équipements de pointe. Donc, on peut mettre en place un mécanisme de collaboration entre les centres pour que celles-ci puissent participer à la formation des jeunes au plan pratique. Avec la digitalisation, les métiers aujourd'hui, c'est maximum 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça finit, il faut passer à autre chose. Systématiquement, il faut aussi faire de la formation continue pour pouvoir s'adapter avec l'évolution du digital aujourd'hui qui vient nous encombrer, si je vais le dire ça comme ça. Donc, on peut faciliter les choses. Bon, ça dépendra de là où on se positionne. Et aujourd'hui, quand on prend la chambre des métiers de l'artisanat, quels sont les métiers qui sont reconnus par la CMA? Je peux dire qu'essentiellement, nous avons 3 nomenclatures. La première nomenclature, c'est la nomenclature de l'UEMOA. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'Atelier de Michel réussit la mode de demain. Vous savez déjà ce qu'on fait sur cette chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vous aurez le plaisir de découvrir les acteurs clés du secteur de la mode qui accomplissent de bonnes choses, qui réussissent et qui vous livrent les secrets pour en faire autant. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, nous parlerons de la formation professionnelle, levier d'insertion socio-économique. Et pour en parler, je reçois pour vous l'homme qu'il faut, tout simplement, de la comptabilité à tout son parcours. Il a occupé des postes clés précédemment à la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, notamment en tant que chef division des établissements privés. Ensuite, chef division de la formation initiale et de l'alternative éducative. Et actuellement, il occupe le poste de chef section formation professionnelle des artisans et artisanes auprès de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Monsieur Wassiou, bonjour. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur ce podcast. Merci beaucoup, Michel. Merci pour l'invitation. C'est pour moi d'être là. Merci bien. Et avant de commencer par aller dans le vif du sujet, je voudrais que tu partages avec nous ton parcours. Est-ce que je me rappelle la première fois où je t'ai vu? C'était en tant que mon professeur en comptabilité au Fugama. Ok, merci beaucoup. Ça, ce sont des souvenirs vraiment lointains. Oui. Et chaque fois, je pense que il fallait ça pour qu'aujourd'hui on soit là où nous sommes aujourd'hui. Il faut dire qu'en termes de parcours, essentiellement, très tôt, j'avais misé pour la comptabilité et les finances, que j'aimais beaucoup, et j'espérais être un jour expert comptable. Je m'étais vraiment engagé, j'ai fait vraiment ce qu'il fallait faire. Mais à un moment donné, la nature a voulu que je dévie vers la formation professionnelle. Et comment cela est arrivé? Il faut dire qu'en temps, j'avais été recruté dans la fonction publique en tant que contrôleur des services financiers. Et chemin faisant, j'ai été muté à la direction de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et le poste de comptable étant occupé en son temps par quelqu'un d'autre, dont j'étais simple collaborateur de la maison. Donc, c'est à force de travailler avec le directeur en son temps que finalement, j'ai eu le goût pour vraiment ce secteur. J'ai vu vraiment son importance stratégique pour le développement du pays. Et là, vraiment, je suis vraiment attelé à ça. Faire des formations complémentaires là-dedans. Aujourd'hui, voilà, je suis dedans et j'y avance. Ouais, vraiment avance. Voilà. Et quand tu étais collaborateur à la direction de l'enseignement technique et tout ça, quelles sont les initiatives que tu as pris pour bouger les choses, pour améliorer le secteur de la formation professionnelle? Ok, merci beaucoup. Il faut dire que je suis arrivé à la direction de l'enseignement technique en mai 2017. Et à vrai dire, toute modestie gardée, je pense que j'ai vraiment contribué beaucoup à changer des pratiques
dans la formation professionnelle. Il n'y a plus beaucoup d'initiatives pour faire la promotion de nos jeunes qui sont dans les lycées techniques, notamment avec la mise en place d'une activité qu'on appelait Olympiade des métiers. Il faut aussi dire aussi que j'ai donné une nouvelle dynamique à l'organisation des universités des vacances afin qu'on puisse réfléchir en profondeur sur ce qui mine le développement de ce secteur. Il faut le dire, aujourd'hui, c'est encore un défi majeur pour notre pays. Au niveau de la formation professionnelle, même si le Bénin est reconnu comme le hub de l'Afrique subsaharienne en termes de formation professionnelle, nous sommes considérés comme les meilleurs, comme les premiers. Ah oui, je vous informe, ça a été décidé, je pense, en 2022, en 2023, on a fait un atelier régional où le Bénin a été identifié comme le hub. Mais là, tout à l'heure, je vais vous dire pourquoi ça a été fait ainsi. Donc, mais au-delà de ça, nous avons vraiment besoin de travailler pour ces secteurs. Si vous vous rappelez, il y a environ de cela 2 mois ou 1 mois, le chef de l'État, lors de la reddition des comptes, que j'ai appelé ça comme ça aux jeunes à la présidence, a dit que c'est l'un des secteurs vraiment où il n'a pas vraiment atteint l'objectif fixé. Ce qu'il voulait faire pour le secteur de la formation professionnelle n'est pas vraiment arrivé au bout. C'est pour montrer que vraiment l'enjeu est de taille. Et aussi, ce n'est pas que il n'y a pas la volonté. La volonté politique, c'est connu de tout le monde. Mais on a eu un petit problème, c'est que très tôt après les indépendances, nos premiers responsables dans le secteur se sont plus focalisés sur l'enseignement technique pur. Alors que l'enseignement technique et la formation professionnelle, même si c'est le même couloir, il y a des spécificités qu'on doit prendre en compte de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on a besoin d'experts dans ce domaine. Et je pense qu'actuellement, nous n'avons pas vraiment au pays. Et pour ça, on doit travailler pour pouvoir doter le pays d'experts en formation professionnelle. Cela va contribuer davantage au renforcement des jeunes et aussi à l'impact socio-économique de ces secteurs pour le développement du pays dans sa globalité. Et je dirais même aussi à renforcer le dispositif des centres de formation professionnelle. Oui, ça c'est vrai. Bon, c'est une évidence, hein, puisque d'abord, lorsqu'on a élaboré la stratégie nationale de l'enseignement et la formation technique en 2019, il faut dire que ça faisait partie des grands chantiers. On a dit de très belles choses en son temps. On a eu la volonté. On a fait ce qu'on pouvait faire. Mais aujourd'hui, les choses n'ont pas pris comme cela se doit. C'est vrai, la dette a fait des efforts. Et dans les projections, on a de belles choses à faire. Mais souvent, il y a d'autres peut-être procédures derrière que nous autres, de l'un, ne maîtrisons pas qui font qu'aujourd'hui, les choses n'ont pas abouti. Je suis certaine, en termes d'équipement, nos centres en ont vraiment besoin. Mais je pense que c'est pas ça la chose fondamentale. Aujourd'hui, nous avons un dispositif que nous appelons la formation par alternance qui permet déjà de s'appuyer même sur les entreprises qui n'ont pas le choix, puisqu'ils doivent satisfaire les clientèles, disposent des équipements de pointe. Donc, on peut mettre en place un mécanisme de collaboration entre les centres pour que celles-ci puissent participer à la formation des jeunes au plan pratique. Et cette collaboration peut être déjà mise en place, mais aujourd'hui, l'aspect fondamental, c'est les ressources humaines qui vont piloter ce dispositif-là. Je pense qu'il y a un peu de besoin à ce niveau. Et je pense aussi que, en fait, la formation professionnelle, ce n'est pas, quand je parle de dispositif, ce n'est même pas le côté matériel, mais c'est le côté organisation d'abord. Quand on prend la formation professionnelle aujourd'hui, pour mes petits 8 ans d'expérience, je me rends compte que chaque centre de formation professionnelle à son, comment vous appelez ça, à son programme d'études. Bon, pour avoir été à la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle, je vais pas dire oui, même si c'est un constat. Mais dans les normes, cela ne devrait pas y être. Pourquoi c'est comme ça? Parce que normalement, pour ouvrir un centre de formation professionnelle, de façon globale, un établissement d'enseignement de façon professionnelle, c'est exiger que le promoteur prenne connaissance des programmes officiels de formation. Maintenant, il s'est fait que pour élaborer un programme de formation avec tout ce qui va avec un document, c'est beaucoup de millions qu'il faut mobiliser. Je pense qu'aujourd'hui, le coût moyen, c'est entre 25 et 30 millions pour aller jusqu'à finaliser le processus d'élaboration. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans le public, on n'a pas les offres qui vont en lien avec les demandes. Autrement dit, les offres des établissements publics aujourd'hui pour lesquels les programmes existent sont d'abord insuffisants et aussi sont dépassés. Aujourd'hui, tous les programmes qui existent, pour la plupart, sont des programmes qui ont au moins 20 ans d'expérience. C'est vrai qu'avec le dispositif du certificat de qualification professionnelle, nous avons environ une cinquantaine de programmes qui sont à jour, qui sont élaborés après les années 2020. Mais la plupart, tous les autres programmes, toutes les autres offres sont des programmes qui datent de longtemps. Donc, c'est maintenant que nous sommes en train de faire aussi ce travail, ce vaste chantier de révision des programmes de formation. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Souvent, les établissements privés qui ouvrent des offres, qui fait de la formation professionnelle, n'ayant pas un programme officiel, emploient eux-mêmes des programmes qu'ils utilisent eux-mêmes directement. Bon, là où normalement, c'est pas quelque chose qui ne doit pas être, mais ça échappe souvent aussi au contrôle aussi des structures qu'il faut, compte tenu des moyens aussi qu'ils ne disposent pas. Vous voyez aujourd'hui le nombre d'établissements privés que nous avons dans le pays, c'est difficile de faire un contrôle constant sur tous ces établissements. Mais il faut quand même l'effort de faire du mieux qu'ils peuvent. Qu'est-ce qu'on a fait comme solution palliative pour pallier à cette situation les 2 dernières années? C'est que lorsque un centre privé veut faire une formation
qui n'est pas disponible dans le public. Donc, de facto, il n'y a pas de programme officiel. On lui demande souvent de mettre à disposition le programme qu'il pense utiliser afin qu'on puisse le faire valider par les instances compétentes, à savoir l'inspection pédagogique et aussi l'UNIF-RCF, avant que le centre puisse commencer par l'exploiter. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui d'une manière ou d'une autre. Toutefois, il y a des formations, notamment les centres de formation processés par apprentissage, où c'est de l'apprentissage pur qu'ils font. C'est la formation processée par apprentissage. Souvent, on fait un peu les yeux là-dessus. Comme là, c'est plus la pratique qui est mise en avant et pas trop de rigueur dans ce sens-là. Voilà. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, vous occupez une fonction à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Mais d'abord, je veux savoir quel est le rôle de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Bénin. Ah oui, vraiment, c'est important. Je pense que cette question, on doit vraiment vulgariser un peu sur la Chambre. C'est vrai, notre Chambre est très jeune. Aujourd'hui, les chambres dans la sous-région et dans le monde, même à côté à la CCIB, sont des chambres qui ont bientôt 100 ans ou même plus de 100 ans. Mais notre chambre à nous, c'est une chambre qui est née juste en 2022. Il faut dire que cette naissance a deux bases. D'abord, les textes de l'UEMOA. Le code communautaire de l'UEMOA en matière d'artisanat a prévu la mise en place des chambres en bonne et due forme. Cela ne veut pas dire qu'avant 2022, au Bénin, il n'y a pas de chambres. Mais il y avait des chambres interdépartementales. Et au niveau national, on avait une union des chambres interdépartementales. Donc là, ce qui faisait qu'on avait plusieurs répondants pour le secteur de l'artisanat. Et il y avait plusieurs difficultés pour pouvoir vraiment mettre en place une bonne politique pour structurer le secteur. Et quand le président, Patrice Talon, a vu cette situation, il a dit, bon, il devait avoir un seul interlocuteur. Voilà pourquoi il a poussé l'initiative et finalement on a mis en place la chambre en septembre 2022. Dans notre chambre, il n'a que 3 ans, mais je pense que c'est une chambre qui est née avec les dents parce que compte tenu de ce que nous faisons déjà, on fait déjà beaucoup de choses. Donc voilà un peu d'abord comment est-ce que la chambre est mise en place. Et maintenant, la chambre est aujourd'hui l'acteur clé pour le développement de l'artisanat au Bénin. Pourquoi? Partant de là, notre mission dit quoi? Notre mission dit nous sommes chargés d'organiser, de structurer et de faire la promotion du secteur de l'artisanat. Et quand on parle du secteur de l'artisanat, c'est aussi bien l'entreprise artisanale en tant qu'entité et aussi l'artisan en tant qu'individu. Donc, on doit agir sur les deux pôles à la fois. À part ça, depuis juillet 2023, je pense, si j'ai bonne mémoire, le gouvernement aussi nous a confié aussi l'organisation de l'examen du certificat de qualification au métier, qui est le premier diplôme professionnel aujourd'hui. Donc, et bientôt, il y a d'autres certificats qui vont suivre. Mais d'abord, comme le chantier du CQM est vraiment vaste, c'est vrai que le CQM existait depuis un moment, c'était pleinement organisé par le ministère de l'enseignement secondaire en collaboration avec les organisations professionnelles à la base. Mais maintenant, c'est la JAM qui a pris le relais, qui bénéficie de l'appui technique de la direction des examens concours du ministère de l'enseignement secondaire afin de faciliter la certification. Donc aujourd'hui, nous sommes là essentiellement pour faire la promotion et la valorisation du Made in Bénin. Donc voilà un peu aujourd'hui, c'est le rôle fondamental de la Chambre. On ne parle pas dans les détails. On ira dans les détails. Je vais rebondir sur la question. Okay. Quand je prends l'entreprise artisanale, oui. Comment la Chambre l'accompagne? Comment la Chambre participe à son développement? Très belle question. Comme je l'ai dit, nous sommes encore bébés, même si on pense que nous sommes déjà forts. Aujourd'hui, pour mieux accompagner l'entreprise artisanale, il faudrait que ce soit d'abord une entreprise qui est réellement reconnue. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment, à la date d'aujourd'hui, un répertoire qui permet d'apprécier de façon exacte toutes les entreprises artisanales. À part ça, les organisations professionnelles d'artisans aussi sont aujourd'hui actuellement aussi en lambeaux. Ça ne bouge pas du tout à leur niveau. Les artisans? Les organisations professionnelles d'artisans, les OPA, c'est-à-dire les structures sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir faire ce travail rapidement aussi, ils sont actuellement en train de flotter. Il faut aussi reconstruire ce côté-là. Ah, il existe en fait des structures. Oui, normalement, par métier, par commune souvent, où il y a des organisations qui se mettent en place. C'est ça que vous appelez les zones? Les OPA. Okay. Non, pas les zones. Les zones, c'est là, tout à l'heure, je vais expliquer le cas des zones. Les OPA sont des organisations, c'est comme des fêtiers qui se mettent en place avec qui il faut collaborer. C'est comme j'ai pas dit, c'est une organisation professionnelle dans laquelle on trouve plusieurs entreprises qui sont ensemble, ils se mettent ensemble pour pouvoir défendre leurs causes, pour pouvoir mettre ensemble, pour pouvoir mener des initiatives communes. C'est un peu leur idée. Okay. Si c'était qu'aujourd'hui, ces organisations étaient vraiment bien structurées, bien disponibles, on allait systématiquement nous baser sur eux pour pouvoir faire notre travail. Et les OPA, en fait, sont catégorisés par commune? Souvent, c'est pas commune, on les trouve. Souvent, c'est pas commune. C'est-à-dire, ils sont du même métier, se mettent ensemble pour pouvoir défendre un idéal. Est-ce qu'un individu peut se lever aujourd'hui et décider de mettre en place un OPA en sollicitant ses confrères? Exactement, justement. Juste comme étant, ils étaient en temps frappés par la loi 1901, maintenant la loi a changé désormais. Il y a une nouvelle loi qui les caractérise désormais, qui est maintenant en vigueur, je pense, depuis 2023-2024. Sinon, normalement, c'est comme des associations, comme toute association. C'est la loi 1901 qui les regroupait en son temps. Et c'est quelle loi actuellement? C'est la loi qui est votée il n'y a pas trop longtemps. Il y a une nouvelle loi qui est votée qui pour régir les associations. Maintenant, partant de là,
Comme aujourd'hui, c'est pas encore fait, nous sommes dans une mission. D'abord, c'est de faire un recensement global des OPA existants aujourd'hui. Et on a fait le travail dernièrement. Ce n'a pas été du tout facile pour les consultants qui ont fait, qui ont mené l'étude. Pourquoi aussi? Parce que au-delà aussi, il y a un problème de dysfonctionnement entre les confédérations nationales d'artisans du Bénin. Par normal, tel que les options constituées, souvent ils se mettent ensemble au niveau des confédérations au niveau national. Et avant, nous avions une seule confédération, qui était la CENAB, la Confédération nationale des artisans du Bénin. Ça existe toujours? Ça existe toujours, mais depuis 2021, il y a eu un problème. Lorsqu'on voulait renouveler les instances, donc il y a eu une cassure. Donc il y a eu aussi Confédération nationale des artisans professionnels du Bénin qui a été créée. Et maintenant, actuellement, il y a une troisième qui est créée, que la Confédération nationale des artisans pour le développement. Et qui gère tout ça? Donc, non, chaque confédération a son président. Sous la gouvernance de qui? Non, ils sont autonomes. Ils sont autonomes. Oui, ils sont autonomes. Il n'y a même pas une relation administrative avec la Chambre. Mais si c'était que tout ceci était bien structuré, c'était plus facile pour la Chambre de pouvoir travailler avec elle. C'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire aujourd'hui, avec cette division à l'interne, il n'y a pas une situation bonne et due forme. Ils ne peuvent pas fournir des renseignements assez précis. C'est compliqué d'ailleurs, c'est ça. Comme j'ai dit, les consultants, quand ils vont vers ces confédérations, ils se disent non, que bon, la Chambre veut les écraser. Donc, en fait, il y a un problème à ce niveau-là. Ah, il y a un problème. Il y a un problème, il y a un problème d'ouverture, il faut l'expliquer. Et de vision. Et justement, de vision. Même souvent, vous faites des séances avec certains, vous voulez expliquer le bien fondé. Mais il y a cette crise de confiance-là qui fait que souvent, ils sont vraiment réticents. Donc, ça fait que vraiment, on sait, par exemple, dernièrement, on a fait le recensement, on a eu à peine 400 organisations. Mais on sait qu'il y en a beaucoup plus. Plus de 400 organisations. Oui, il y en a plus. OPA, oui, il y en a beaucoup plus. Et on a 12 départements, non? Oui, il y en a plus. Il y en a plus. Parce que dans le même métier, on peut avoir plusieurs organisations du même métier dans la même commune. On sait qu'il y en a plus. Ah oui. Oui, on sait qu'il y en a plus. Okay. Donc voilà pourquoi on a même demandé aux consultants de faire une nouvelle étape pour voir ce qu'on pourra rattraper. Maintenant, aujourd'hui, notre ambition par rapport aux entreprises artisanales, je reviens sur la question fondamentale, c'est que nous pensons à mettre en place le registre biométrique des métiers. Et ce registre va permettre d'identifier de façon précise toute entreprise artisanale et aussi tout artisan. Donc, à la fin du processus, nous allons délivrer des attestations, comme vous le savez, des registres de commerce et autres là. On va délivrer des attestations pour chaque entreprise artisanale. Chaque artisan aussi aura aussi une carte d'artisan. Je suis ravie de l'entendre. Oui, voilà, dans nos projections, on devait le faire déjà cette année. Mais c'est fait qu'on a eu un peu de difficulté parce que là, il faut prendre des informations sur des individus. La question de protection des données. Donc, il fallait faire référence à toutes ces structures qui ont impliqué. Voilà, maintenant, tout est bon. La plateforme est en cours de construction. Si tout va bien, avant la fin du premier trimestre de 2026, on aura la plateforme et on pourra lancer les travaux pour pouvoir vraiment recruter pour pouvoir vraiment recenser les artisans. Et je précise que même déjà, on a fait un temps lancer le processus pendant environ une semaine avant de stopper pour pouvoir régler ces imprévus-là. On peut maintenant continuer le travail. OK. Quand vous parlez d'entreprise artisanale, il y a des normes que la Chambre met en place ou bien que la Chambre définit pour une entreprise artisanale? Oui. À la date d'aujourd'hui, je ne vais pas me dire qu'il faut une norme particulière pour être une entreprise artisanale. Nous sommes en structuration. Pour l'instant, toi qui estimes que tu es une entreprise artisanale, tu vas venir t'inscrire en bonne et due forme. On va te demander les pièces qu'il faut. Ce qui prouve que tu es artisan, ton diplôme et autres et autres. C'est le principal souci. Mais dès lors que le registre sera mis en place en bonne et due forme, avant d'être entreprise, tu dois forcément être enregistré au registre. Okay. Sinon, tu n'es pas entreprise artisanale. OK. À part cette partie de référencement ou cartographie des centres ou des entreprises artisanales, quelle autre chose? Donc, en termes de normes, vous parlez peut-être en termes de local qu'il faut avoir, en termes de, je sais pas. Non. Ma question est de savoir, après cette cartographie biométrique, quel autre avantage offre la CMA? Ah, ok, merci, c'est très intéressant. Pour les entreprises. Ah oui, il y en a assez. À part ça, aujourd'hui, nous faisons, comme l'a dit, la promotion des entreprises artisanales, par exemple, à travers l'organisation d'événements, des foires et autres. Quel événement? Notamment, nous avons la JAB, la journée de l'artisan béninois, qui est totalement organisée par la Chambre. Nous avons le Salon national de l'artisanat du Bénin, qui est co-organisé avec le FDA. Et à part ça aussi, la Chambre aussi subventionne des artisans pour pouvoir participer aux foires à l'international. Et c'est subventionné comment? Bien souvent, on prend en charge les billets d'avion, même les frais de séjour. C'est publié où? Il faut demander. Il faut avoir l'information de la foire et faire la demande. Ah oui. En fait, c'est l'artisan qui identifie la foire. Oui, souvent ils sont informés et demandent.
Souvent, il y a aussi des fois pour lesquelles la chambre a déjà l'information et peut-être que compte tenu peut-être des actions menées par un artisan à un moment donné, ou bien compte tenu de ses prouesses, systématiquement, la chambre peut lui proposer d'y aller, par exemple. Ok, ça c'est de bonnes informations. Oui, En tout c'est cas, moi, important. je savais pas. Et aussi, par exemple, notamment, par exemple, le Maroc, chaque année, la chambre envoie au minimum 3 artisans chaque année au Maroc pour participer à des fois aussi au niveau du Maroc. Peut-être pourquoi pas des formations aussi. Les formations, là, on n'en parle même pas. Bon, tout à l'heure, comme c'est mon cas, je m'étais dit qu'il y aurait le volet formation. Donc, pour ce qui est des formations, il faut dire que, à suivre les orientations du président qui veut que lui va avoir un secteur artisanat qui monte vraiment en puissance. Et pour ça, on doit avoir des artisans qui sont aujourd'hui à la hauteur des exigences du marché. Raison pour laquelle nous on a mis en place au niveau de la Chambre un vaste programme de formation professionnelle continue des artisans. Notre engagement était que cette année déjà, en 2025, on puisse déjà renforcer les capacités de 5000 artisans. Aujourd'hui, nous sommes autour de 600, mais nous sommes en train de faire ça progressivement. Parce qu'on a d'autres difficultés en termes de mobilisation des ressources. Et pour ça, ce n'est pas tout. Et ces formations, il faut le dire, on le fait aussi bien au plan technique qu'au plan aussi managérial. Parce que faut donner les compétences techniques à un individu sans vraiment changer sa manière de concevoir, sa manière de gestion, il y a un petit problème. Maintenant, à part ça, il faut dire de façon précise, à la Chambre, ce n'est pas des formations qui sont imposées aux artisans. Nous avons opté pour la stratégie de la demande. Donc, c'est l'artisan qui dit exactement la formation qu'il veut au regard des exigences du marché, au regard de la demande de la clientèle qui n'arrive pas à satisfaire pour qu'on puisse désormais, nous, maintenant, lui faire la formation qui va de droit. À part ça aussi, nous avons prévu des journées d'innovation technologique, des JIT. C'est-à-dire, je suppose qu'une entreprise lambda qui a fait venir une nouvelle technologie, nous prévoyons peut-être faire venir ses artisans dans ces entreprises, voir comment ça se passe et pour leur donner aussi l'envie de pouvoir aussi penser un jour à créer cette technologie-là. Il y a aussi les partages d'expérience. La preuve, actuellement, nous avons une délégation de la Chambre des métiers de la région Île-de-France qui est actuellement au Bénin, qui partage des échanges, qui partage ses expériences avec des professionnels artisans. Donc, au total, 24 artisans sont venus de tous les départements du Bénin pour échanger durant 3 jours avec ces professionnels aussi français pour partager leurs expériences en matière de coiffure et d'esthétique. Voilà. J'ai pas entendu parler de la JIT. La JIT, la journée, oui. Il faut dire que c'est... Vous publiez sur ça, vous avez, je sais pas, communiqué sur ça ou c'est destiné à un nombre restreint? Non, tout dépendra des opportunités que nous avons. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était dans une entreprise d'énergie renouvelable que nous l'avons fait. On a amené les artisans qui sont dans le domaine, venir visiter. On a pris un groupe de 15 pour venir voir comment ça se passe. Tout ça leur permet d'avoir déjà les envies déjà de pouvoir soit acquérir l'équipement, ce n'est pas trop cher, ou bien aussi venir se faire former là-dessus pour des besoins futurs. Donc tout dépendra. Là, ce sont les opportunités que nous essayons de voir. C'est pas gagner nature. Il faudrait d'abord négocier en amont avec les entreprises et maintenant, en avant, mobiliser les artisans pour pouvoir venir constater un peu. D'accord. Comment définirez-vous la formation professionnelle de la formation classique? Très belle question. Oui. Il faut dire qu'aujourd'hui, quand on parle de formation professionnelle, c'est aussi simple que ça. La formation professionnelle, il faut savoir que c'est apprendre le métier. C'est en termes de compétences techniques. Et je pense que vous voulez faire référence aussi maintenant à la formation académique ordinaire dont on parle souvent. Ouais, formation. Voilà. Donc, la formation académique, c'est beaucoup plus théorique, c'est en termes de connaissances. Formation professionnelle, c'est en termes de compétences, ça apprend. C'est le geste, on apprend à faire quelque chose. C'est la compétence vraiment technique. Mais au niveau de la formation académique, là, c'est beaucoup plus sur la connaissance qui est beaucoup plus mise en valeur. Donc, voilà un peu la différence que nous faisons entre les deux types de formation. Pourquoi aujourd'hui on dit que c'est un levier d'insertion ou un outil stratégique? Pas levier d'insertion, on dit généralement que c'est un outil stratégique pour lutter contre le chômage. Oui, ça c'est une évidence. Du moment où, comme on le dit, la formation professionnelle apprend à faire un métier. Donc dès lors que je finis ma formation, il y a soit deux possibilités. Soit j'ai des aptitudes pour entreprendre, soit je me fais recruter sur la base des compétences dont je dispose. Parce que là, j'essaie vraiment de faire quelque chose. J'essaie de créer de la valeur ajoutée. Voilà pourquoi, maintenant, et pourtant, ce qu'on dit d'ailleurs aujourd'hui, le développement de toute nation passe par l'un des leviers fondamentaux, c'est le capital humain. Vous pouvez avoir les ressources qu'il faut, vous pouvez avoir la technologie qu'il faut, mais si on parle les ressources humaines qu'il faut pouvoir mettre en valeur toute cette compétence, tout ce potentiel-là, on n'est pas avancé. Donc, c'est en ça on dit qu'aujourd'hui, la formation professionnelle permet à tout individu
de pouvoir s'insérer sur le marché du travail s'il est bien formé. Parce qu'il y a des formations on fait à la fin, mais en termes de compétences, il n'y a rien. Lorsque vraiment la compétence y est, il n'y a pas de raison qu'on puisse échouer. Même si le métier pour lequel on s'est fait former n'est pas systématiquement, n'a pas d'opportunité pour ça sur le marché directement, on peut faire rapidement une formation continue pour pouvoir s'adapter à un métier similaire pour pouvoir avancer. Mais c'est lorsqu'il n'y a pas cette compétence-là qu'il y a problème. La preuve, lorsqu'on a lancé les grands chantiers ici, en 2016-2017, le gouvernement a lancé les grands chantiers. Sur tous ces grands travaux qui ont été lancés, il y avait de la place pour la main d'œuvre. Mais Béninois, il n'y en avait pas. Ce sont les Togolais qui venaient, les Chinois qui venaient et autres. Aujourd'hui, lorsque vous partez à la GDZ, par exemple, nous avons cette entreprise textile. Ils étaient obligés de faire former les employés à l'intérieur. C'est vrai, on disait que c'est textile, ce sont nos couturiers ou autres. C'est vrai aussi, c'est pas le même dispositif en tant que tel. Mais ils ont vu à un moment donné que c'est pas ce que veulent les êtres qui est là. Mais il y a un problème, forcément, il faut savoir que, en termes d'opportunités sur le marché, il y en a toujours lorsque la compétence y est. Il y en a toujours et aussi il faut savoir se réadapter. Parce que quand je prends par exemple le cas de la GDZ, c'est déjà une entreprise industrielle. Donc une entreprise industrielle, c'est pas les mêmes choses que dans une entreprise de sur-mesure. Oui. Tout est en processus, Exactement. Tout est à la chaîne et le process n'est pas le même que dans un centre de formation où tu apprends pour le sur-mesure, à moins que tu optes pour une formation industrielle. Et même encore là, le dispositif technique n'est pas du tout la même chose. Oui, exactement. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord avec toi, Michel, par rapport à cette remarque. Juste que lorsque si une personne est vraiment bien formée dans une formation professionnelle, c'est plus facile pour la personne de s'adapter à ce dispositif qu'une personne vraiment qui ne sait vraiment rien. Oui. Donc voilà un peu ce côté-là. Donc en termes de mobilité verticale ou horizontale, il faut être flexible soi-même pour pouvoir s'adapter rapidement en cas de changement d'opportunité. Donc ne veut pas, aucun métier n'est éternel. Surtout aujourd'hui, avec la digitalisation, les métiers aujourd'hui, c'est maximum 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça finit, il faut passer à autre chose. Donc, systématiquement, il faut aussi faire de la formation continue pour pouvoir s'adapter avec l'évolution du digital aujourd'hui qui vient nous encombrer, si je veux le dire ça comme ça. Encombrer ou faciliter les choses? Bon, ça dépendra de là où on se positionne. En tout cas, moi, je suis du côté où je pense que ça va nous permettre d'aller plus vite. Voilà. Et aujourd'hui, quand on prend la chambre des métiers de l'artisanat, quels sont les métiers qui sont reconnus par la CMA? Métier reconnu par la CMA, je ne vais pas parler en ce thème. Il faut dire qu'aujourd'hui, à la Chambre, je peux dire qu'essentiellement, nous avons 3 nomenclatures. 2 nomenclatures qui sont stabilisées et une nomenclature qui peut changer. Je ne pas dire qui change, mais qui peut changer. La première nomenclature, c'est la nomenclature de l'UEMOA, qui compte environ, je sais bonne mémoire, je pense 174 métiers, quelque chose comme ça, 114 métiers. Ce sont des métiers, donc c'est au niveau UEMOA, au niveau sur le journal, que ces métiers ont été décidés. Maintenant, nous, au Bénin, lorsqu'on prend cette nomenclature, on voit d'autres métiers dedans qui représentent un ensemble de métiers. Donc, on essaie de faire un monnayement de ce travail-là. Il faut qu'aujourd'hui, nous avons une nomenclature Bénin qui compte 311 métiers. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit, la Chambre est chargée d'organiser le CQM. Donc, pour chaque session d'organisation de l'examen de certificat de qualification au métier, qu'est-ce que nous constatons? On voit maintenant des gens qui viennent avec des métiers qui remplissent les conditions pour être appelés métiers. Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui se font aujourd'hui, mais qui ne sont pas des métiers. Nous, on a retenu que pour qu'une activité soit considérée comme métier, elle doit engendrer ou elle doit disposer en son sein de 5 compétences majeures. Dès lors que c'est moins de 5 compétences majeures, ce n'est pas un métier. C'est vrai, ça va nourrir la personne, c'est vrai, la personne doit travailler et tout, mais ce n'est pas un métier selon nous. C'est une activité que cette personne est en train de réaliser. Donc, et à ce niveau, aujourd'hui, depuis 2023, où la Chambre a repris en main l'organisation du CQM, nous avons stabilisé environ 230 métiers aujourd'hui. Et pour la dernière session qui vient de finir, je pense qu'on a encore trouvé dans les inscriptions une dizaine de nouveaux métiers qui vont s'ajouter au stock. Donc pour ça, il y a un document qui est en cours de préparation où on va caricaturer tous les 3 métiers dans le document. Donc c'est un peu ça l'idée que nous sommes en train de faire actuellement. Donc il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons trois nomenclatures pour le mois, pour le Bénin et pour les métiers CQM. Donc les métiers qui ont une fois fait objet de CQM. Et en fait, je me rends compte qu'il y a des métiers qui se créent pour lesquels vous essayez de vous adapter. Notamment. Par exemple, tu as donné l'exemple des 10 nouveaux métiers qui figurent. Oui, exactement. C'est-à-dire lorsque le candidat il vient pour dire qu'il a appris tel métier, et que nous ne sommes pas dans notre base, on appelle les spécialistes du métier en question, on leur demande, bon, voilà tel métier, est-ce que vous pouvez nous faire ressortir les 5 compétences majeures qui vont avec, par exemple? S'ils arrivent à faire ressortir les 5 compétences majeures, on dit, ah bon, donc c'est le même métier,
nous prenons ça en compte. Mais lorsque ce n'est pas vraiment un métier en bonne et due forme, on le déclasse tout de suite. On connaît que c'est une activité artisanale. Et le gars ne passe pas. Mais cela ne veut pas dire qu'il est abandonné. Puisque c'est vrai, il exerce, il faut pouvoir quand même, puisqu'il peut justifier de ses compétences-là. Je pense par exemple, ceux qui font les ongleries seulement, ceux qui font attache foulard, ceux qui font juste maquillage. Ils le font et ils font, c'est naturel pour eux. Tous les jours, ils en profitent, mais sans que ce ne soit vraiment un métier. Donc, à la chambre, nous sommes en train de réfléchir, mettre en place l'ASM, donc l'attestation de spécialité au métier. Donc, cette attestation va venir justifier que telle personne dispose des compétences pour telle activité. Lorsque la personne pourra maintenant rassembler toutes les attestations nécessaires pour exercer le métier, il pourra bénéficier de ce qu'il aime après. Donc, c'est comme un module qu'il valide en attendant de pouvoir valider les autres modules. C'est comme un examen. Voilà, exactement. Donc, c'est ça un peu. Donc, mais l'ASM sera organisé comme le CQM en bonne et due forme. Il va s'inscrire en bonne et due forme, il va faire l'examen en bonne et due forme et à la fin, il aura l'attestation. Mais c'est pas encore le CQM. C'est quand il va atteindre toutes les compétences majeures prévues pour le métier en bonne et due forme, on pourra maintenant l'intégrer, il lui donne maintenant le CQM. Pourquoi tu disais tout à l'heure que le Bénin est le hub en matière de formation professionnelle? Quels sont les indices que nous avons? Voilà, oui, j'ai pas mis le venir là-dessus. Bon, il faut dire que c'est ensemble tous les pays de l'Afrique subsaharienne, même d'autres zones de l'Europe, qui ont ensemble décidé. Pourquoi ça a été fait ainsi? Parce qu'il faut comprendre que le Bénin est le premier pays qui a réussi à mettre en place un dispositif de certification des compétences professionnelles de premier niveau, notamment les CQM. Et lorsque les experts des différents pays sont venus sur l'invitation de l'Agence de développement de l'enseignement technique, je pense en 2022, en 2023 ou 2022, j'ai plus ça en tête, il y a eu un atelier au cours duquel chaque pays a montré un peu son parcours, ce qu'il a fait en termes de dispositifs de formation. Et c'est là, au regard du fait que le Bénin a réussi en matière de certification des compétences professionnelles, notamment dans le secteur de l'artisanat, ils ont estimé que le Bénin fait déjà office du pays qui aujourd'hui a fait plus d'avance que tous les autres que nous autres, qu'on peut maintenant copier pour pouvoir aussi faire comme eux. Donc c'est ainsi qu'ils ont été pris officiellement comme hub. Et maintenant le Bénin a l'obligation de mettre en place un programme pour pouvoir maintenant attirer tous ces pays-là pour qu'ensemble on puisse monter. Attendez, je vais rire d'abord. Ah oui. Si on a trop de difficultés comme ça, ah oui, c'est vrai. Et on est le hub, c'est que j'imagine pas pour les autres. Hein. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, en termes de formation professionnelle, le Bénin est vraiment en avance. Ce n'est pas d'enseignement technique, mais en termes de formation professionnelle, le Bénin est vraiment en avance. En termes d'enseignement technique, il y a d'autres pays qui vont peut-être faire le malin sur nous. Mais cette formation professionnelle, notamment ce qui a été fait dans le secteur de l'artisanat, vraiment, il faut dire qu'il y a vraiment des avancées. Wow. Oui. Et pour le hub, il faut dire aussi que déjà la chambre, on a mis en place déjà un travail. Bientôt, on va commencer. On va mettre en place ce réseau pour commencer par travailler là-dessus. Un réseau avec tous les autres pays de l'Afrique subsaharienne pour pouvoir maintenant mettre en place les différentes problématiques de la formation professionnelle qu'ensemble nous allons conduire pour pouvoir avancer. Voilà. En tout cas, je suis heureuse de savoir que le Bénin est classé hub dans l'Afrique subsaharienne, malgré les difficultés, les vraies difficultés qu'on rencontre sur le marché. Et parce qu'il n'y a pas, je remarque qu'il n'y a pas de barrière à l'entrée pour la formation professionnelle. Et tout le monde peut se lever, créer un centre de formation professionnelle dès lors qu'il a les compétences techniques d'un maître d'atelier. Et après, la petite structuration qu'il faut, par exemple, avoir ne serait-ce que même 3 membres dans son administration pour une meilleure structuration, ne serait-ce qu'un dispositif ou bien un parcours d'étudiant simple, d'accord, mais clair, qui facilite en fait la formation à ce dernier-là. C'est important parce que quand il quitte la formation professionnelle, il est amené généralement à créer son entreprise. Et quand il n'est pas resté dans un environnement structuré, tout petit, même si c'est à 0,50, même 0,50, ça peut dire 1. Mais si ce n'est pas structuré à petite échelle, il va sortir et répéter la même chose inconsciemment, en fait. Et on va plus se retrouver avec des entreprises qui existent, mais qui n'ont aucune, qui sont pas éligibles à certaines activités, qui ne peuvent pas faire leur bilan, qui ne peuvent pas parler de leur entreprise aisément sur 3 ans, parler par exemple des difficultés d'exploitation, parler par exemple des difficultés techniques, parler par exemple des difficultés matérielles, des difficultés financières avec des chiffres.
Ça Merci. parle avec des chiffres. Merci beaucoup, Michel. Donc, quand j'ai dit le Bénin, le hub, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont faites au Bénin, mais qui, malheureusement, aujourd'hui, les gens ne sont pas informés. Et je pense que là, déjà, ils sont en train d'avoir une idée, c'est que, et là, je vais profiter pour honorer un monsieur, parce qu'il a beaucoup fait dans ce secteur, Sida Vodou. Je pense que ces ouvrages, je vais les prendre et faire copile pour dire vraiment ce qui a été fait sur le Bénin de l'artisanat. D'abord, il faut faire la distinction entre deux choses. Entreprise à part, centre de formation à part. Même si l'entreprise est le lieu par excellence où on fait de l'apprentissage, il faut d'abord faire cette différence-là. Maintenant, je prends les entreprises artisanales. C'est vrai, le gars, il sort aujourd'hui. S'il maintient au texte, normalement, s'il a son diplôme, il sort aujourd'hui. S'il veut, il va peut-être aller s'installer. Du moment qu'il a le diplôme, rien ne l'empêche. Mais par nature, nous recommandons que les nouveaux diplômés fassent encore un peu de temps auprès de leur patron avant de s'installer en bonne et due forme. Ça permet de s'aguerrir. Mais toutefois, il peut aller s'installer s'il le veut. Ce n'est pas un problème. Mais c'est où vient la question. D'abord, lorsque tu sors entreprise, tu sors nouvellement, tu n'as pas le droit de former quelqu'un. Le code de l'UEMOA est bien clair là-dessus. Pour former, il faut forcément avoir le titre de maître artisan. Et les conditions qui sont prévues pour ça, c'est notamment la question de 10 ans d'expérience. Donc, normalement, pour pouvoir former normalement, avant de prendre normalement un apprenti, tu dois avoir 10 ans d'expérience. C'est parce que en temps, il y a des problèmes de structuration que tous ces problèmes-là ne sont pas mis en place. Certes, c'est vrai, on va dire, mais est-ce que dans le bonheur profond, nous pensons que on peut avoir forcément tout de suite des artisans qui ont 10 ans d'expérience pour pouvoir prendre des apprentis. Cela peut entraîner beaucoup de jeunes qui ont des difficultés à s'insérer, à apprendre un métier, puisque les 10 ans seront un blocage pour beaucoup d'autres. Donc, la Chambre est en train de réfléchir pour voir quel mécanisme on va mettre en place. On fait peut-être un portage. Peut-être que j'ai 10 ans d'expérience. Mais si une personne a 5 ans ou 6 ans, il peut se faire porter par celui qui a les 10 ans. Quitte à ce que celui-ci donne face à peut-être des contrôles souvent pour voir quand est-ce qu'il fait son processus d'apprentissage. C'est mieux. Ça, c'est déjà en vue. C'est quelque chose qui est en vue déjà avec la Chambre, puisqu'on a engagé un vaste programme de rénovation de l'apprentissage dans sa globalité. Le programme est en cours. Donc, on est en train de faire ce programme de rénovation de l'apprentissage qui, normalement, si tout va bien, doit aboutir en 2026. Ça, c'est par rapport à l'entreprise. Donc, par rapport au centre de formation, à vrai dire, personne ne se lève pour ouvrir un centre comme il veut. Même si c'est fait, c'est de façon illégale. C'est de façon clandestine. Ce n'est pas normal. Pour ouvrir un centre de formation professionnelle, les conditions sont claires et précises aujourd'hui au niveau du ministère. Encore que là, les documents demandés, le décret aujourd'hui utilisé un décret de 2018, si je pense bien. Par exemple, un décret de 1998 qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc, les pièces demandées aujourd'hui, c'est vrai, ne répondent pas vraiment en termes d'assurance qualité sur la question d'un centre. Donc, il faut quand même revoir ce dispositif. Donc, il faut dire que des normes existent. Peut-être qu'il faut les actualiser. Mais à part ça aussi, le dispositif de contrôle aussi doit pouvoir aussi renforcer davantage, sinon limiter, comme l'a dit, les barrières pour éviter que tout le monde puisse aussi créer une entreprise. Maintenant, en termes de gestion et autres, des choses ont été faites dans le passé. En temps, il y avait eu un dispositif qui était mis en place pour pouvoir accompagner les entreprises artisanales dans la gestion, par exemple. C'est-à-dire, comme eux-mêmes n'ont pas la compétence pour le faire, il fallait externaliser ce dispositif, ce côté-là. Il fallait externaliser et l'expérience a été faite dans d'autres départements et ça a été vraiment concluant. Pour gérer la comptabilité, c'est comme on le fait d'autres cabinets, par exemple, aujourd'hui. Maintenant, on a des systèmes beaucoup plus flexibles. Ce qui dit, ça a été fait dans les années 95-2000, donc, ce sont ces centres-là qui accompagnent de façon externe les entreprises artisanales dans leur comptabilité, dans leur gestion et autres. Mais malheureusement, tout ça, à un moment donné, est tombé, ça n'a pas pu durer dans le temps. Moi, je ne parle pas de... Merci beaucoup. Yeah. Je ne parle pas, ou je ne proclame pas, ou je ne milite pas pour qu'il n'y ait pas des entreprises qui se créent. C'est pas mon... Des centres. C'est pas mon véritable problème. Mais mon défi est qu'il faut que ces centres ou que ces entreprises qui se créent se structurent ou qu'on les impose la structuration pour garantir, comment on appelle, la bonne santé de l'écosystème. C'est surtout ça. Et je pense également qu'en plus de tout ce que tu as dit, qu'il y a des innovations ou qu'il y a des règles, mais qui ne sont pas vulgarisées, dont on n'a pas connaissance. Moi, par exemple, je viens d'apprendre que après ta formation professionnelle, il faut 10 ans avant que tu exerces comme un centre de formation professionnelle, si j'ai bien compris. En tant que maître artisan. En tant que maître artisan. Avant de pouvoir former. Avant de pouvoir former. Oui, donc forcément, si tu peux former, c'est que tu peux créer ton centre de formation. Mais tu peux tout au moins ouvrir ton entreprise de prêt-à-porter. Oui, bon, ça, c'est prêt-à-porter. Oui, ça, c'est prêt-à-porter. Voilà. Pas ça, par exemple, moi, je savais pas. Et donc, je pense aussi que les dispositions qui sont mises en place, les innovations qu'il faut également que la Chambre, la CMA, vulgarise autant de fois qu'il se peut, associe des acteurs qui ont cette force-là
de communication, qui ont la facilité de rassembler du monde pour que ça puisse aller plus vite, pour que ça puisse aller dans les oreilles également des jeunes passionnés qui prendront la relève. Moi, je suis jeune, je suis en train de prendre une relève, je suis en train de former une génération de jeunes qui va prendre la relève. Donc, mon combat est de militer qu'ils aient plus et tôt les informations que nous n'avons pas eues pour que l'écosystème puisse bien se porter et plus fleurir, et pourquoi pas maintenir le hub déjà en formation professionnelle sur plusieurs années, plusieurs décennies. Oui, c'est vrai. Je pense que la question de l'information, c'est quand même important. Mais on a une difficulté, c'est qu'aujourd'hui, nous avons 2 pôles d'entrée. Soit tu es une entreprise artisanale, tu formes. Là, on va te forcément faire suivre les respects. On va t'obliger à respecter les textes de l'UEMOA pour l'instant. Puis c'est vrai que la Chambre internet pour pouvoir les adoucir un peu. Mais au même moment, nous avons le côté du ministère qui donne les agréments pour les centres de formation. Et à ce niveau, la Chambre n'a pas vraiment grand pouvoir à ce niveau. Ouais. Peut-être qu'en réalisant les textes, on va demander à ces derniers-là maintenant de venir prendre une pièce à la Chambre. Peut-être peut-être un acte qui prouve qu'il peut être formateur, quelque chose. Et attention, même aujourd'hui, pour ouvrir un centre de formation professionnelle d'apprentissage, nulle part dans les textes, vous allez voir où il faut un professionnel de métier. Ce n'est pas dit clairement comme ça. On parle de capacité d'enseigner, de diriger. Ça ne veut rien dire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de titulaires de CQM, de CQP, dont les diplômes sont mis dans les dossiers d'ouverture des centres, mais qui sont rejetés une fois au Conseil national de l'éducation. Parce qu'ils ne respectent pas les tests qui sont actuellement en vigueur. Alors que ce sont des professionnels confirmés, mais on ne peut pas les exploiter pour pouvoir faire la formation. Donc, c'est des difficultés qu'il faut quand même le voir. L'enjeu fondamental, c'est de revoir carrément les tests pour l'ouverture des centres. On ne peut pas les recevoir. Ça, je pense qu'il y a un amalgame. Si la personne a le CQM délivré au plan national, pourquoi il ne peut pas être un acteur de la formation? Parce que les textes, on parlait de diplôme pour être enseignant. Et diplôme pour être enseignant, c'est connu. C'est BAPET, c'est CAPET. CQP, c'est pas pour enseigner. Alors que le même État aussi, il les utilise dans le centre de formation pour former. Donc, c'est un peu de dispatching, un peu de choses. Mais c'est pas la faute des autorités. Ici, le problème, c'est qu'on puisse très tôt actualiser nos tests pour voir comment est-ce qu'on prend en compte ces gens-là. C'est ça, au fait, l'enjeu fondamental. Nous sommes tous conscients qu'ils sont pertinents et importants dans le dispositif de formation. Mais comment est-ce qu'on puisse maintenant les intégrer dans les tests? Dans les tests aussi, ça prend du temps. Suivant que le processus est engagé, donc on attend de voir qu'est-ce que ça aboutisse. C'est peut-être, en fait, après le CQM est minimum 3 ans d'expérience, justifié de 3 ans d'expérience ou 5 ans? Bon, pour l'instant, c'est 10 ans qui est dit. Donc, oui, 10 ans, c'est quand même. C'est 10 ans pour l'instant. Donc, la Chambre est en train de réfléchir pour voir comment est-ce qu'on va faire un dispositif qui permet à d'autres de former sans pouvoir contredire les tests de l'UEMOA. En tout cas, revoyez la partie de 10 ans là, parce que c'est énorme. 3 ans, 5 ans. Si la personne a déjà 25 ans, qui finit la formation, qui va attendre 10 ans, ça fait 35 ans. Non, mais il peut travailler pendant les 10 ans. Mais c'est pas les 10 ans qui pourra être formateur, qui pourra être patron de quelqu'un. Alors, on sous-entendu que aujourd'hui les jeunes, quand ils s'intéressent à la formation professionnelle, sincèrement, c'est pour être à leur propre compte. Voilà. Oui. Sincèrement, c'est pour être à leur propre compte. Il n'y a pas ce que tu essaies de leur faire comprendre pour qu'ils puissent, voir autre alternative, travailler en entreprise et tout ça. Directement, je me mets à mon propre compte. Oui, c'est surtout ça. Voilà, donc il faut aussi insérer ça dans la rédaction de la loi ou bien les dispositifs que vous voulez mettre en place pour alléger les choses. Je pense qu'avec la rénovation de l'apprentissage qui est en cours, il y a beaucoup de questions qui seront prises en compte, notamment même ceux qui viennent après la formation, les bac plus, c'est-à-dire ceux qui ont fait peut-être l'université et qui maintenant, après, veulent venir faire de la formation professionnelle. Tout ceci, nous, on voit que ils sont spécifiques. Cette cible-là est spécifique. Et peut-être qu'il faut trouver aussi un dispositif aussi spécifique. Okay. Tout ça, nous sommes en train de travailler là-dessus aujourd'hui. OK. Est-ce qu'il y a d'autres solutions de partenariat que la Chambre envisage pour les années à venir? Parce que tout à l'heure, tu as parlé de beaucoup de dispositions qui ont été mises en place. Oui, les partenariats en termes de... Pour accompagner l'insertion professionnelle. Oui, les partenariats, ça ne manque pas. Mais il faut dire que la Chambre est ouverte pour les partenariats. Tout dépend de ce que notre partenaire propose. OK. Ça dépend de ce que notre partenaire propose. Si c'est pour l'insertion des jeunes, systématiquement, la Chambre est disponible pour pouvoir y aller. Si c'est pour pouvoir renforcer les artisans, la Chambre est disponible pour pouvoir y aller. Tout dépendra du contenu, quoi.
Non, en fait, je demandais, est-ce que la Chambre en son sein a prévu des partenariats avec des entreprises hors du pays pour favoriser l'insertion de nos jeunes? C'est-à-dire, par exemple, la Chambre décide de nouer un partenariat avec une entreprise X ou Y hors de nos frontières qui dispose d'un plateau technique assez avancé et par derrière récupère les étudiants issus de centres de formation professionnelle, bien les pionniers issus de centres de formation professionnelle qui l'insèrent dans ces entreprises-là en stage professionnel ou bien de stage professionnel à contrat à durée déterminée. Je pense que ce genre de partenariat aussi sera quand même la bienvenue. Et nous en cherchons, nous en cherchons toujours. Ça ne manque pas. Ce que j'ai dit par rapport à cette question, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous disposons sous la main pour l'instant, ce n'est que les titulaires d'ICQM. Et si une entreprise nous demande pour pouvoir prendre des titulaires ICQM en compte, systématiquement sont disponibles pour pouvoir les envoyer, pour les faire insérer. Et déjà au niveau national, c'est déjà fait. Pour des métiers donnés, peut-être les BTP par exemple, ça a été fait déjà avec d'autres entreprises qui nous ont saisi. Je dis, nous voulons les meilleurs ICQM pour tel métier pour pouvoir les consommer directement. Ça a été fait. Si demain au niveau international, on trouve ces opportunités, je pense qu'on va pas hésiter là-dessus pour pouvoir le faire. Ok. Vous avez un message à adresser aux jeunes en particulier pour une meilleure prise en compte de leur formation professionnelle? Oui, aux jeunes, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut dire d'abord, mais il faut dire d'abord qu'il y a une cible aujourd'hui à qui je veux vraiment parler, parce qu'aujourd'hui, ils sont stigmatisés. Parce qu'ils font la sociologie ou autre dans nos universités sont particulièrement stigmatisés comme s'ils ont échoué. Et chaque fois, même que lorsque d'autres parlent, parce qu'ils ont fait ça, ils ont échoué, ils ne peuvent rien faire. Je ne pense pas que c'est la bonne manière de les motiver à venir d'abord vers la formation professionnelle. Il s'agit de leur montrer que leur parcours déjà académique leur permet de disposer d'abord d'un prérequis pour faciliter une formation professionnelle de ces derniers-là. Donc, c'est d'abord les motiver à venir pour la formation professionnelle avec des dispositifs clairs, précis et vraiment efficaces pour leur permettre vraiment de s'insérer facilement. Ça, c'est pour cela. Maintenant, de façon globale aux jeunes, moi, parce qu'il faut dire aujourd'hui aux jeunes, c'est de leur faire comprendre que la formation professionnelle, c'est la solution. La formation professionnelle, ce n'est pas seulement faire le travail, tout ça, mais c'est tout ce qui contribue à avoir une compétence dans un domaine donné, pour un métier donné, pour pouvoir exercer directement. Et chacun de nous avons l'obligation de pouvoir avoir des compétences dans des domaines donnés. Donc, je vais inviter aux jeunes qui sont vraiment encore dans le processus de leur formation, de très tôt faire le choix du métier qu'ils veulent vraiment exercer dans l'avenir et aller faire la formation professionnelle qui va avec très tôt. Il n'y a pas d'âge pour apprendre, c'est vrai, mais ça ne sert à rien de perdre le temps d'abord d'un chemin que de rien et après, en même temps, revenir encore faire une formation professionnelle. Beaucoup le font aujourd'hui. Ils vont juste faire des masters et après, ils viennent faire encore des formations pour passer le CQM. Donc, c'est très tôt de se décider et maintenant s'engager pour cette formation et faire l'option des métiers vraiment innovants. Des métiers qui ont vraiment un lien avec le marché, la demande actuelle du marché pour pouvoir vraiment exercer dès leur sortie. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette problématique-là. Ok. Et tu sais, en fait, avoir le master et après revenir en formation professionnelle, c'est pas forcément la faute à cet individu-là. Exactement. C'est peut-être parce que le parent n'était pas du tout d'accord. Exactement. Et comme c'est lui qui assure les frais de formation, il faut qu'il aille jusqu'à la fin pour après décider. Ouais. Et des fois, je pense qu'il faut vraiment faire les études classiques. C'est vrai que je suis fondatrice d'un centre de formation, mais j'encourage honnêtement les jeunes qui souhaitent poursuivre leur carrière dans les métiers classiques, genre comptabilité, gestion commerciale. Je trouve que c'est aussi un atout. Pour ma part, ça m'a aidé et ça continue de m'aider. Mais si vous prenez ce pan-là, c'est qu'il faut que vous soyez véritablement excellent. C'est ce que je dis. Véritablement excellent de sorte à ce que une entreprise veut toujours vous avoir. Mais frère, si tu veux pas être excellent, c'est mieux. Tu vas chercher ton métier en même temps et tu te consacres. Si tu sens la passion, tu te consacres. Parce qu'après, il y a des personnes qui se lancent dans la formation professionnelle. Mais quand tu les écoutes, ils te disent, je suis pas passionné. Mais comme, j'ai fait les études et je trouvais pas de boulot, je me suis dit, je vais apprendre quelque chose
Et bon, j'ai choisi telle chose comme j'aime un peu m'habiller et puis c'est tout. Et ce que tu remarques, c'est que ces personnes-là qui te le disent, ils se donnent pas vraiment pour la formation. Ce qui n'est pas la même chose qu'un jeune homme ou qu'une jeune dame qui te dit « je suis passionné, je veux accomplir, je veux réaliser mes rêves ». Il se donne à fond et toi-même, en fait, ton adrénaline monte. Tu as toujours des idées innovantes pour l'accompagner. Oui, je ne suis pas, je pense qu'on dit la même chose d'ailleurs. Moi, je suis pas contre ceux-là qui le font. Quel que soit le motif derrière, moi, ça ne me dérange pas personnellement. Ils peuvent le faire. Mais ce que je dis, c'est que si très tôt, tu as fait un choix d'un métier donné, il faut aussi savoir à quel moment vraiment venir vers ce métier pour pouvoir avancer. Maintenant, une parenthèse. Moi, quand il n'y a pas de formation professionnelle, c'est pas forcément les formations, les métiers, il y a des manuels que nous faisons tous les jours. Même pour moi, la comptabilité est une formation professionnelle. La comptabilité, c'est une formation professionnelle. Ça aboutit à un emploi directement. Mais il y a des formations académiques derrière. C'est pas une formation qui vient juste pour accompagner, je vais pas dire de nom pour ne pas frustrer certaines personnes. Mais ce sont des formations, en termes de valeur ajoutée, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais celui qui fait la comptabilité, il peut sortir, et puis il est là, il s'installe. Il a la compétence pour pouvoir gérer, pour pouvoir faire quelque chose. Mais pour moi, c'est de façon globale la formation professionnelle, mais il y a des formations vraiment qui sont purement théoriques, c'est juste la connaissance qui est là. Mais en termes de valeur ajoutée plus tard, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qu'on le veuille ou pas, ton cas par exemple, c'est sûr que la comptabilité aujourd'hui, tu payes beaucoup, je vais dire carrément. Oui, ton comptable va venir le bilan devant toi, tu peux poser des questions sur des questions données. Ah non, ça c'est pas évident. Ça, voilà. Donc là aussi, donc tu vois que c'est une compétence que tu as pour pouvoir faire ce débat avec la personne. Donc voilà un peu. C'est cette question. Et quel message lancer aux familles? Donc, aux familles, d'abord, je vais dire aux familles pour dire que d'abord, quand on parle de formation professionnelle, c'est d'abord le dialogue social. Et pour toute formation, il y a toujours 3 acteurs. Nous avons d'abord l'élément qui est le sujet, donc l'enfant ou bien le frère, en tout cas la personne qui veut faire la formation. Nous avons l'institution qui va former la personne. Et nous avons de l'autre côté maintenant la famille qui est là. Et pour que cet individu puisse réussir demain, il faudrait que le dialogue puisse vraiment rien passer entre ces 3 acteurs. Et c'est en ça que les familles ont un rôle très important à jouer. D'abord, ils ont l'obligation d'abord de soutenir la personne qui veut faire cette formation-là. Leur enfant, leur frère qui fait la formation, c'est d'abord soutenir cette personne. Sur tous les plans, que ce soit financier, que ce soit moral, parce que c'est pas forcément facile. Aussi, c'est de garder aussi la relation entre la structure, personne morale ou physique qui forme l'enfant aussi, pour que vraiment pour s'assurer que tout se passe vraiment bien avec l'apprenant et de jouer leur part de responsabilité. Parce qu'en tant que famille, ils ont des droits, ils ont aussi des devoirs. Ils doivent veiller vraiment au respect de ce dispositif-là pour que vraiment à la fin, leur enfant puisse vraiment sortir, grandir et vraiment puisse exercer le travail dont il a toujours rêvé depuis son enfance. C'est ça le plus important pour moi au niveau de la famille. Et maintenant, au niveau des centres de formation professionnelle? Au niveau des centres de formation professionnelle, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent se mettre... La voix même annonce ce que tu veux dire. Ils doivent se mettre vraiment aujourd'hui au pas. Un promoteur de centre de formation professionnelle doit savoir qu'il doit être constamment en réflexion pour voir comment est-ce que donner les compétences qu'il faut à leurs apprenants. C'est vraiment capital. Les centres de formation, ce n'est pas juste venir lire le programme qui est disponible là et partir. Lorsque le programme qui vous est imposé n'est pas à la hauteur de ce que vous voulez faire, trouver les mécanismes pour pouvoir accompagner, renforcer ce programme pour que le sujet qui sort puisse vraiment vous vraiment représenter valablement demain. Parce que si demain il dit il a fait tel centre, c'est votre nom qui est sur la personne. Le parchemin c'est vrai, c'est un papier, mais à vrai dire c'est un peu ça qui parle. Après c'est les compétences qui portent vraiment après. Aujourd'hui il y a des postes pour lesquels ils disent on veut master ou licence. Ils disent même pas licence, ils disent master ou licence. C'est pouvoir, ils estiment qu'il y a des gens que la licence aujourd'hui qui peuvent être meilleurs que le master. Donc le diplôme c'est important, c'est vrai, mais le parchemin n'est pas la chose capitale. C'est qu'est-ce que la personne sait réellement faire. Et si quelqu'un vraiment est bien formé, tout dépend forcément du centre. Je sais que SDA fait beaucoup par exemple. C'est pas pour te jeter des fleurs, mais je suis un peu tout ce que tu fais. Tous les défis que tu fais relever aux apprenants. Et juste ça de loin vraiment, les sorties ici, tout ça sont des choses qui vraiment changent le système de réflexion de l'apprenant lui-même. Merci. Ça les oblige maintenant à aller de l'avant. Donc voilà un peu aujourd'hui, les centres doivent vraiment s'y mettre comme cela se doit. L'État fait ce qu'il pourra faire, l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire, au contraire, il a fait à peine les 10%. Donc c'est au centre vraiment de donner une image, de donner vraiment de la valeur à ce qu'eux-mêmes peuvent faire comme avantage pour leurs apprenants. Voilà. Merci beaucoup. Et pour soutenir toutes ces initiatives que ESTA met en place, c'est vrai que je te l'annonce sur un plateau, mais nous sommes en train de travailler à une autre activité portée par l'atelier de Michel en partenariat avec ESTA et moi-même qui s'appelle le MIMA, le Masterclass
masterclass de l'insertion professionnelle des métiers de la mode et affiliés, sur lequel je vais demander ta participation. Tu vas intervenir en tant que panéliste pour vraiment qu'on ait des outils pragmatiques. On est en train de compiler toutes les informations et tout ça, et même nos réflexions issues des expériences et tout ça pour sortir quand même une très bonne plaquette pour accompagner les étudiants. Après, ce sera un événement. Et vous, si vous me suivez, vous êtes passionné de mode ou que vous venez de finir votre formation, peu importe le centre que vous avez fait, suivez-moi sur l'atelier de Michel. Vous aurez de bonnes nouvelles pour participer au masterclass de l'insertion professionnelle. J'aurais voulu que ça soit en amont, mais bon, comme on en parle, je suis allée tout de suite dessus. Et mot de fin? Bon, mot de fin, d'abord, c'est te remercier pour l'invitation, parce que parler de la formation professionnelle, ça me plaît tellement toujours cette question. Parce que c'est très important pour nous-mêmes en tant qu'individus. Et pour toute la nation béninoise, c'est vraiment capital aujourd'hui. Travailler sur l'homme, il n'y a pas rien de meilleur, rien de beaucoup plus que ça. Même si c'est pas chemin de défi. Ah oui, c'est pas facile, j'essaie, mais vraiment travailler sur l'homme, c'est vraiment capital. Et aujourd'hui, la formation professionnelle, je pense que c'est vrai, j'ai dit que nous sommes humbles, mais on a beaucoup de choses encore à faire là-dedans. Et je pense que les gens sont en train de comprendre, la population est en train de comprendre vraiment ce que c'est que la formation professionnelle. Et cette question, tant que je serai disponible pour en parler, je vais pas hésiter une seule seconde. Et je vais surtout demander à nos jeunes, à nos parents, de vraiment suivre de près les enfants, de les accompagner à faire le choix qu'il faut, au moment qu'il faut, peut-être que trop tôt, parce que nous tous, on n'a pas les mêmes aptitudes, ça peut varier d'un individu à un autre, et vraiment l'accompagner à réussir son projet professionnel, parce que c'est vraiment capital. Donc voilà par quoi je vais terminer vraiment cet entretien. Voilà, merci. Mais vraiment, merci beaucoup, monsieur Wassiou. Ça a été un réel plaisir. J'ai eu beaucoup d'informations. C'était comme un petit masterclass que j'ai eu pour les innovations et les dispositifs en rapport avec la formation professionnelle. Et je te remercie sincèrement pour ça. L'atelier ferme ses rideaux. C'est tout pour aujourd'hui. Continuez de rêver, continuez de coudre, continuez de croire et surtout de bosser comme monsieur Wassiou qui était notre invité de ce jour. Avec lui, nous avons appris beaucoup de choses sur les métiers de la formation professionnelle. Et vous savez, pour résumer, ce que je vais vous demander, c'est juste de me suivre pour pouvoir vous inscrire à mon prochain masterclass Mima. Bye bye.